Ça sent trop bon. C'est très gras, hein, parce que du coup c'est une huile de parfum que j'ai fait, mais en soi, rien n'empêche de faire un parfum. Hey! Vous avez déjà dû voir passer mon parfum sur les réseaux et vous m'avez demandé un tuto quand j'ai partagé mes vidéos. Il y a un petit parfumeur qui m'a mis un petit commentaire en m'expliquant qu'il y avait quand même des choses à savoir quand tu fais du DIY, quand tu fais un parfum maison. Je m'étais vraiment aidée de Claude. J'avais aucun avis professionnel, enfin j'y suis vraiment allée au feeling. Ce monsieur c'est Enzo Boulard, qui est alternant parfumeur. Bah, en fait, vous allez voir un petit peu son parcours. Le métier de parfumeur, je ne savais pas que ça existait. Ça paraît logique, mais j'avais pas assimilé le fait qu'il y ait des personnes qui conçoivent des parfums d'un point de vue de l'odorat, mais aussi d'un point de vue marketing. On va commencer par la partie interview, vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé intéressant. Il y a énormément d'informations, à savoir que tout ce qui sera montré, ça a tout été conçu par Enzo. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve juste après. Hello, Salut. tu vas bien? Oui, et toi? Bah écoute, très bien. Enzo, du coup, c'est ça? Exactement. J'ai envoyé un commentaire parce que je trouvais ta démarche hyper intéressante. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent créer leur propre parfum et tout. Il y a un vrai essor du DIY. Je me suis dit que ce serait grave cool de partager des petites astuces. Voilà. Bah ouais, carrément. Alors du coup, je t'ai préparé un petit support que j'utilise. Il se peut que tout ne soit pas à jour. Voilà, je préviens. Ça n'engage que moi. Évidemment, c'est vaste, hein. Il y a 2000 personnes rien qu'à Paris dans le milieu. Je parle pas pour ces 2000 personnes, évidemment. J'ai 22 ans, je suis étudiant en école de parfumerie. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un rapport avec les odeurs, tout ça. Enfin, vraiment les odeurs des lieux. J'ai rejoint du coup une maison de composition. Les marques de luxe, elles sous-traitent en fait. C'est vrai que c'est pas un joli mot sous-traitance, mais la vérité c'est que c'est ça, hein. Pour des raisons de coût et pour des raisons de savoir-faire. Aux parfumeurs, ça leur garantit un emploi à plein temps. Aux clients, de pouvoir avoir plusieurs parfumeurs qui travaillent pour son brief sans payer plusieurs parfumeurs en même temps. Peut-être que je peux t'expliquer un petit peu ma démarche aussi. Dès qu'il y a un truc dont j'ai envie, en premier j'essaie de voir si je peux le faire moi-même que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Hyper intéressant souvent d'avoir quand même un avis professionnel. On peut aussi faire de grosses bêtises. T'as dû voir dans ma vidéo, mon parfum préféré c'était le Angel de Thierry Mugler. Il a été reformulé, il tient beaucoup moins sur la peau, c'est pas vraiment la même odeur. Je me suis dit bah pourquoi pas faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Voilà pourquoi j'en suis venue à faire ça et voilà pourquoi tu m'as envoyé ce commentaire. Vous avez des cours du coup où vous sentez des odeurs et vous devez retrouver ce que c'est? On a des concours, ouais. Tu vois, c'est ce que je suis en train de réviser en ce moment. Tu utilises des touches. C'est fait dans un papier cartonné qui est complètement inodore. Tu viens tremper ta touche dans la molécule en question et ensuite tu notes ce que ça te rappelle, ce que ça sent. Il n'y a aucune mauvaise réponse parce que le but c'est que toi tu puisses la reconnaître après et on sent tous très différemment. Moi je te dis pas d'amande pour la tonka. Ça on est à peu près tous d'accord. Mais il y en a qui vont avoir, par exemple, un aspect colle blanche très prononcé. En fait, dans la tonka, il y a des benzaldéhydes, qui est une molécule qu'on retrouve aussi dans la colle Cléopâtre. C'est les souvenirs de chacun. Effectivement, ça dépend. Je vais ressentir en même temps les odeurs, ça m'intrigue. Et maintenant que je t'ai dit ça, je vais t'influencer. La fève tonka, ça me rend dingue, j'adore cette odeur. Elle est là. Je trouve que c'est un peu chocolaté, cacaoté. En général, on dit ouais, chocolat amandé. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout le monde est différent, ouais. Surtout sur ce sens-là, en fait, il y a une raison scientifique aussi. Les papilles, elles vont détecter seulement 5 saveurs, sucré, salé, amer, aigre et umami. T'as seulement 10% qui passent par ce truc-là, sinon tout le reste, c'est le bulbe olfactif, donc le nez. Pour faire l'expérience, tu peux par exemple manger un carreau de chocolat en te bouchant le nez, tu vas sentir que l'amertume ou le sucre, tu vas pas du tout te dire « Ah, putain, ça a le goût du chocolat ». L'odorat, et donc le goût par extension, c'est directement connecté au système limbique. Quand tu sens une odeur, t'as d'abord le j'aime pas, ensuite t'as le souvenir qui vient, et ensuite seulement tu peux mémoriser le truc et dire « Ah, je sais ce que c'est ». La Fondation Recherche Alzheimer, ils travaillent beaucoup donc avec des patients en phase de dégénérescence, en leur faisant travailler sur des goûts, des odeurs qui sont familières justement pour ralentir la maladie. Tu pourras dire à tes viewers si ils ont des partiels ou des trucs comme ça, le fait de réviser en sentant une huile essentielle ou n'importe quelle odeur, en vrai ils peuvent prendre un parfum qu'ils aiment bien, hein. C'est extrêmement efficace. Alors après ça varie d'une personne à une autre, c'est juste le fait d'associer ce qu'ils sont en train de lire ou d'entendre ou de voir à une odeur. Pour s'en souvenir, il faudrait ressentir cette odeur en question. Ouais, ou si tu l'as senti suffisamment, réimaginer l'odeur, ça peut marcher. Après, le top, c'est de, justement, si t'as un parfum, le jour de ton examen, tu mets le parfum en question et tu te concentres dessus quand t'as des doutes.
J'ai une petite question du coup. On peut être aveugle, on peut être sourd. Est-ce que ça existe du coup des personnes qui n'ont pas d'odorat? Totalement. Et je crois que c'est 2 à 3% de la population. Dès petites, elles apprennent à mémoriser les choses différemment. Mais par exemple, avec le Covid, certaines personnes ont perdu l'odorat et l'ont jamais retrouvé. Depuis, on a remarqué énormément de problèmes de mémorisation. Si c'est depuis la naissance, globalement, le cerveau est assez bien fait et il peut compenser certaines choses. Tes souvenirs, c'est énormément lié aux odeurs, comme je te disais, moi, avec les lieux. Enfin, c'est une grosse partie de notre vie, même si on n'en a pas conscience, entre guillemets. Il y a certaines odeurs enfin même des aliments, je pense à la coriandre. En dingue, j'adore cette odeur. Et à l'inverse, il y a des personnes, mais ça les répugne vraiment profondément. À cause d'un gène, il y a des personnes qui ont une facilité à sentir ce qu'on appelle les aldéhydes, qui va rendre la coriandre légèrement métallique et savonneuse. Ces personnes-là, elles vont le surdétecter, alors que d'autres personnes comme nous, moi je trouve pas cette odeur désagréable, vont le sentir comme la plupart des êtres humains. Anecdote, la version synthétisée, donc l'aldéhyde C12-MNA, c'est le même qu'on retrouve en grande proportion dans le Chanel numéro 5. C'est ça qu'il y a des gens qui l'aiment pas d'ailleurs. On va dire un parfum classique, c'est un concentré parfumé et ton solvant. Donc toi, dans ton cas, c'est une huile végétale que tu utilises. Là, j'ai mis de l'huile d'amande douce. Ouais. Effectivement, l'huile d'amande douce, c'est une huile qui est assez épaisse. C'est-à-dire ça laisse un film lipidique sur la peau et donc ça va bloquer la diffusion, qui peut être un effet recherché. Si tu cherches un parfum de peau, ça va donner la sensation que ta peau est parfumée. Faire quelque chose d'un peu plus puissant, partir plutôt sur un mélange à base d'alcool. Alors si, tu peux garder quand même de l'huile dedans en ancrage. L'alcool, c'est quand même hyper pratique. Ça t'évite d'avoir des antioxydants et des antibactériens, parce que l'alcool fait tout ça tout seul. Parfum, ça vient du latin perfumum, par la fumée, à travers la fumée. En fait, c'est très lié aux louanges de la divinité. Donc, on faisait brûler des résines. C'est de là qu'en fait vient le mot encens. Ça se présente pas comme un caillou un petit peu? Ouais, exactement. J'en ai là. Alors ça, c'est de l'oliban de Oman, un petit caillou. Je pense que ça doit s'expliquer comme ça, comme c'était des choses qu'on pouvait trouver et que ça avait une connotation précieuse du fait de sa rareté. Le mot parfum vient de là, en fait, c'était quelque chose très lié aux divinités, que le parfum il est aussi vieux que les humains. J'avais noté qu'en 50 000 avant Jésus-Christ, on retrouve en fait des résines dites aromatiques. Quelque chose que j'arrive toujours pas vraiment à comprendre, par exemple si je mettais l'huile essentielle, pourquoi est-ce que ce serait une note de cœur et pas une note de fond? Mais non, mais c'est que ça c'est une grande question. La note de tête, la note de cœur et la note de fond, c'est un concept, je vais me faire des amis, mais relativement marketing, permet de faire comprendre et de schématiser l'évaporation d'un parfum. Par exemple, on voit que note de tête, on va avoir les agrumes, les herbes aromatiques, enfin, tu as des catégories à chaque fois. Il y a un aspect chimique. Pourquoi est-ce que Floro, par exemple, elle serait dans les notes de cœur? C'est une super question. En fait, une matière première, tu as un cocktail de molécules olfactives. Chacune des particularités. Ce qui fait qu'il y en a qui s'évaporent vite, d'autres qui s'évaporent plus lentement. Du coup, c'est une question de poids moléculaire. Enfin, c'est un peu comme l'huile et l'eau. C'est une question d'intrication et de poids moléculaire. Mais globalement, oui. Là, tu utilises beaucoup de termes, pour moi qui n'y connais rien. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, on vit en cluster, donc je me rends pas compte de quand... Si on peut faire un petit point en naturel vs synthétique, il y a beaucoup d'idées reçues. Les naturels, ça peut aussi être dangereux. Preuve, l'uranium c'est naturel. Et les synthétiques, ça peut aussi être dangereux. En fait, c'est comme dans tout, le dosage fait réellement le poison ou le remède. Et on a de la chance en Europe avec l'IFRA, les normes cosmétiques. Et en général, il vaut mieux se méfier quand tu as une marque qui claim tout du naturel. En parfumerie, du 100% naturel, ça n'existe pas pour des raisons de santé, des raisons écologiques et des raisons de coût. Il n'y aurait aucun parfum gourmand s'il n'existait pas de molécules de synthèse. La vanille, c'est un des ingrédients préférés des clients et des parfumeurs, mais c'est une matière qui est extrêmement chère. On se dit, c'est étonnant, pourtant elle est dans tous les parfums, même dans des diffuseurs de voitures qui coûtent 3 fois rien. Et ça, c'est grâce à la synthèse. Dans la vanille, il y a un composé odorant majoritaire qui s'appelle la vanilline. On la synthétise à partir d'une autre plante, donc il y a une sorte de poudre blanche. C'est ce qu'on utilise dans les gâteaux, du coup, peut-être aussi? Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sites qui existent peut-être pour qu'on puisse se renseigner sur ce qui peut être dangereux? Je sais que Yuka est bien, cependant, il ne tient pas compte de la proportion parce que ça n'est pas communiqué par le fabricant, ça appartient au domaine du secret industriel. Il va te mettre attention, contient du BHT, potentiellement cancérogène et tout, ce qui est vrai. Et si on met pas par exemple de BHT dans une crème, là en fait c'est la jungle amazonienne dans ta crème, mais le fabricant lui par contre, il est tenu devant
la Commission européenne cosmétique, de fournir ce qu'on appelle son dossier d'information produit, qui contient l'intégralité des proportions. Et si la commission le valide, c'est qu'il respecte les normes cosmétiques en vigueur. En tant que particulier, justement, si on fait du DIY, comment est-ce qu'on peut savoir que ce qu'on utilise, on peut le mettre en autant de quantité du coup? Parce que là, on n'aura rien à scanner sur Yuka, quoi. Ça, tu peux te servir du site de l'Union européenne pour la cosmétique. Et pour le parfum, tu as ce qu'on appelle l'IFRA. Et là, il y a tout ce qui concerne les molécules olfactives. Et après, tu peux très bien donner le site à ChatGPT ou à Claude. Je pense que ça peut simplifier pas mal. Temps des nouvelles réglementations. Et tout à l'heure, tu parlais de la reformulation de Angel de Mugler. En fait, il y a des molécules, on se rend compte qu'en fait, en telle proportion, c'était pas OK, ou au fur et à mesure que l'humanité elle évolue, il y a des nouvelles allergies qui deviennent de plus en plus communes. Pour protéger l'ensemble de la population, on dit maintenant aux maisons de composition qui font les parfums, à partir de maintenant, vous devrez vous limiter à telle quantité. Et comme ça change l'odeur du parfum, le fait de diminuer ou d'augmenter une molécule, il faut repenser le parfum dans sa globalité. Les vendeurs, ils sont la plupart du temps formés à te dire que non, il n'y a pas de reformulation, que c'est tes souvenirs. Ce qui est en partie vrai. Les maisons de composition sont quand même très fortes. Globalement, d'une itération à une autre, c'est très proche. Il y a certaines personnes qui sont très sensibles à certaines molécules. Si tu la baisses ou si tu l'augmentes, elles vont voir une modification tout de suite. Moi, je suis pour partisan de dire la vérité. Je pense que les gens peuvent comprendre. Surtout que si tu leur dis c'est pour vous protéger, c'est pas dans le but de... Alors, ça peut arriver que il y a une explosion de coûts. Il y a eu un ouragan en 2022 ou 2023 dans les Comores, ce qui a fait exploser le prix de la vanille, et donc ça a modifié la formule de beaucoup de parfums. Donc oui, ça arrive, c'est quand même rare. C'est vraiment dans des cas de catastrophes naturelles. Il y en a qui proposent des grains de café. Alors ça, c'est le mythe complet. Ouais. Je me bats pour ça. Vraiment, je me bats pour ça. Non, c'est un mythe. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pour peut-être en parfumerie, mais avait ça aussi, hein. J'ai milité, mais en fait, on m'a dit que c'était un aspect plutôt marketing pour pouvoir faire rester le client dans la boutique, parce qu'en vrai, le plus efficace, c'est de sortir faire un tour ou de se sentir soi, ou quelque chose de neutre, genre du papier ou une odeur qui est familière mais neutre. Le fait de faire ça, ça implique souvent de sortir de la boutique. C'est des pertes de vente parce que le client va faire un tour, tu sais pas s'il va repasser et tout. Donc on préfère donner l'illusion de quelque chose qui est efficace. La vérité, ça fait plus de mal qu'autre chose parce qu'en fait, les grains de café, c'est extrêmement concentré en termes de molécules olfactives. Ça va venir se nicher en fait dans les parties muqueuses à l'arrière du nez, et ce qui fait que du coup, toutes les notes qui vont avoir des terminaisons similaires, donc les notes de café, ça va être surtout majoritairement des pyrazines. Le fait de sentir des grains de café, ça occulte toutes ces parties-là du parfum. Donc en fait, vous sentez plus le parfum réellement, quoi. C'est embêtant quand même. C'est très embêtant. C'est pour ça que je milite. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de vendeurs qui le savent pas parce que je milite. Hein. Je milite. Soutenez-moi dans la cause. Je ferai passer ton message. J'ai vu que tu m'avais mis dans les questions pourquoi un parfum ça sent pas pareil d'une personne à une autre. Ouais. Majoritairement, on va dire l'alimentation, le pH, le microbiote à la surface de la peau. Il faut savoir que la sueur, elle n'a pas d'odeur, à part l'odeur de l'alimentation, mais c'est vraiment parce qu'elle est décomposée par tout un tas d'organismes à la surface de la peau qu'elle vient adopter une odeur, parce que ces organismes rejettent des gaz. On peut complètement manipuler son odeur en fait, par son alimentation. Complètement. Ouais, j'ai vu en faisant de la veille il y a pas très longtemps une entreprise qui est en train de développer des gélules qui comportent des composés olfactifs qui passent à travers le sang et qui permet du coup de modifier en fait son odeur corporelle de manière permanente. Niveau IFRA, c'est compliqué, je sais pas où ils en sont. J'ai des collègues donc de promo qui sont asiatiques et qui du coup ont une alimentation différente. Nous, on les sent différemment de eux comme ils nous sentent. Par exemple, j'ai un collègue de promo qui se reconnaîtra si il regarde ta vidéo. Il dit moi je trouve que les Européens vous sentez beaucoup le beurre. C'est quelque chose que nous on n'a pas du tout conscience parce que c'est un aliment que c'est vrai qu'on consomme beaucoup. Il faudrait faire une étude à l'échelle globale. Le seul souci avec ces études, c'est qu'il y a tout le temps des racistes qui s'en emparent pour faire en mode et voilà les gens sont pas propres et tout, alors que ça n'a aucun rapport avec la propreté. Hein, c'est purement une question d'alimentation. Oui, il y a la question de l'IA. Enfin, tu m'avais dit que dans la parfumerie, vous l'utilisez pas mal. Je voulais en savoir un petit peu plus sur pourquoi, du comment, est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que vous avez peur d'être remplacé par ça aussi, du coup? Non, mais c'est une vraie question. Dans l'industrie, l'idée du remplacement, c'est une question qu'on se pose pas trop. L'IA, elle a pas donné un ingrédient, selon l'année qu'il a, l'origine, peut ne pas avoir du tout la même odeur. Ça, l'IA, elle peut pas le savoir quand elle compose. Le jour où, je sais pas, on arrivera à faire une sorte de biomorphisme, un truc où on pourrait reproduire un bulbe olfactif, là, effectivement, on se poserait les questions. Pour l'instant, c'est plutôt un outil qui va nous aider à être beaucoup plus efficace
efficace. Je sais que dans la maison de composition dans laquelle je suis, on l'utilise pas trop en composition en tant que telle. Par contre, nous en marketing, on l'utilise énormément pour s'informer sur les tendances. L'IA nous aide en fait à y voir plus clair. Moi, je sais que je m'en sers pas mal pour brainstormer. Je me dis, j'ai eu ces idées-là, comment je peux mettre un peu ça en place et surtout garder un historique de ce que j'ai déjà proposé. Sinon, des accords audacieux. L'IA peut m'aider à trouver des clashs intéressants entre deux matières auxquelles je pense pas parce qu'on est parfois un peu trop académique et me dire ah putain j'ai pas pensé à faire imaginons une note qui aurait une odeur de lait salé par exemple. Mais pour un client qui est très niche, nouvelle tendance, ça pourrait plaire. Je garde ma créativité et ça me permet d'éviter de m'embêter avec des trucs de mise en forme. Ouais, ça te libère l'esprit pour que tu puisses te concentrer vraiment sur la partie créative. Là, sur des trucs où on est compétent quoi. Parce que je sais pas si c'est réellement pertinent pour les formules parce que comme c'est un LLM, il doit forcément s'inspirer de ce qui existe déjà et qui est public. Et comme il peut pas sentir et qu'il peut pas du coup évaluer s'il faudrait rajouter telle chose, non mais c'est une vraie question. Hein. Franchement, l'IA, je pense que c'est une question partout. Je pense à Thomas Fontaine qui est président de l'Osmotech, petit fascicule. Je l'avais prévu, je savais que j'allais en parler à un moment. C'est un conservatoire national des parfums. Il y a des parfums qui, pour plein de raisons, sont arrêtés parce qu'ils contiennent des ingrédients qui peuvent plus être sur le marché. Et donc, l'Osmotech, en partenariat avec les marques de parfums, récupère les formules et refont les parfums comme à l'époque. Ça te permet de sentir des parfums, genre par exemple, ils ont le Kifi. Donc, il y a un parfum qui est vieux de 3000 ans, dont on a la formule, mais dont tous les ingrédients ils sont pas IFRA, que tu peux sentir là-bas. En fait, c'est comme voilà, j'ai fini mon turbo tunnel sur les bases. Les bases. Les bases, parce que c'est ça qui est fascinant. J'en apprends franchement tous les jours, des nouvelles méthodes, il y a des nouveautés tout le temps. Demain, je retourne au bureau à acheter 9 nouveautés encore, donc il en sort des centaines tous les ans. C'est une très très grosse industrie. Merci beaucoup. J'en prie, et à très bientôt. Et à bientôt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses que j'arrive mieux à comprendre, que j'arrive pas à assimiler avant. Ça va être intéressant parce que je vais faire le parfum en conscientisant tout ce que j'ai pu apprendre. Pour commencer, petit détail, ça c'était ma V2 ou V3, on va dire celui qui se rapproche le plus de ce que j'aime. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait en faire un autre. Ma question c'est est-ce qu'avec à peu près les mêmes senteurs, on peut arriver à faire deux parfums très différents juste en modifiant la proportion. Je suis trop curieuse. Il était peut-être un petit peu trop floral pour moi. J'ai essayé de faire un test un petit peu plus mystérieux. Faire une huile de parfum. Mais ça serait aussi possible de faire un parfum en rajoutant de l'alcool éthylique. Mais là, j'en ai pas sous la main. Avec ce que m'a dit Enzo, c'est plus intéressant d'en mettre, je pense, dans tous les cas. Et quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant qu'a dit Enzo, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un ordre pour mettre ces huiles essentielles ? Pourquoi est-ce que je peux pas mettre au pif? Parce qu'en fait, t'en as certaines qui sont des notes de tête, par exemple, et si on les met en premier, elles vont s'évaporer dès le début, le temps qu'on mette les suivantes, alors que si on commençait par les notes de fond, elles prennent plus de temps à s'évaporer, ce qui fait que les senteurs, elles restent bien dans le mélange. C'est ce que j'ai compris, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On va se lancer sur le tuto. Je me suis lavé les mains, j'ai un plan de travail relativement propre, on va dire, en train de numériser des cassettes. Je fais plein de choses en même temps. Bref, j'ai récupéré un petit flacon vide en verre ambré. J'ai une pipette. Pour une huile de parfum, on va avoir besoin d'une base. Moi, j'utilise de l'huile d'amande douce. Pour les mélanges, vu que je sais pas trop ce que je fais, en fait, j'avais envoyé un prompt à Claude en lui disant ce que je voulais, les odeurs que j'aimais bien, etc. C'est lui qui m'avait conseillé un petit peu toutes ces senteurs que j'ai là. Je vous mettrai dans les commentaires ou dans la bio. Enfin, je vous le mettrai quelque part. Là, j'ai 1 millilitre. On va dire qu'il y a un nombre total de gouttes à avoir en fonction de la quantité d'huile de base qu'il y a. Là, sachant que j'ai mis 7 ml, il va me dire combien de gouttes en tout je suis censée mettre. Il faudrait environ 20 gouttes d'huile essentielle à rajouter dans 7 ml. J'ai séparé toutes les huiles en fonction de leurs caractéristiques. Ça, c'est des notes de fond, notes de cœur et notes de tête. Alors, vous allez voir, l'absolu, c'est hyper épais. Il faut le prendre avec un cure-dent. Bon, là, j'ai une pince de couture. Il y a Enzo qui me disait que le labdanum, souvent il a une odeur un peu genre de salive, de doudou sale, un truc comme ça. Moi je sentais pas cette odeur-là, ça me rappelle plus les odeurs type encens, genre à l'église. Mais par contre, une fois que c'est sec, je sens cette odeur un peu de salive, un peu bizarre. On secoue pour mieux mélanger, je vais en rajouter encore. Je sais pas s'il y a une senteur qui se rapproche un peu de celle du chamallow. Je l'imaginerais trop se mélanger avec le labdanum là. Ensuite, l'huile d'ambre. Oh mon dieu, ça sent tellement bon. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette odeur. Ça sent trop bon. C'est vraiment tout doux. On dirait un gâteau. On dirait une petite douceur.
1, 2. Puis on va mettre le musc blanc. Ça sent le propre comme jamais. Yes. J'en ai peut-être mis un petit peu trop du labdanum. Cette odeur, je l'adore. Vraiment. Ah non, ça sent trop bon. Je vous jure, ça sent trop bon. Oh là là. Oh là là. Ça sent trop bon. Elle me rend gaga, j'aime trop. La tonka, elle me fait penser à un été bien chaud, bien caniculaire, bien transpirant. C'est une odeur de chaud, je trouve. Je l'assimile à une odeur de transpiration, quoi. J'ai envie de le manger, je sais pas, j'aime trop. J'aurais envie de mettre tout le pot comme ça. L'abdanum, il prend vraiment beaucoup le dessus sur le reste, quand même. Et on va passer aux notes de tête. Le ylang-ylang, ça sent bon quand même aussi. Elle sent un peu l'agrume. Ah non, il y a une odeur de banane. Ah, l'odeur que je sens là, c'est de la banane. Je vous jure, je sens que ça là maintenant. Pour moi, c'est de la banane. J'aime bien faire des yaourts à la banane et je mets tout le temps un petit peu de citron pour pas que la banane elle noircisse. Et bah c'est ça, c'est littéralement ça. Le ylang-ylang, c'est un yaourt à la banane citron. Ah non mais les odeurs, c'est dingue quand même. C'est des odeurs que t'as pas l'habitude de sentir non plus, mais ça sent vraiment bon. Verdict. Ah, je sens de ouf la tonka. J'en ai mis un petit peu plus, je crois. Oh, mais ça sent tellement bon. Je m'en remets pas, bordel. Oh là là. J'aime trop les odeurs, ça sent trop bon. J'ai pas de touche. Ou sinon, peut-être que je peux prendre un petit morceau de carton. Peut-être que ça marche aussi, non? J'aurais pu demander à Enzo. Attendez, j'ai 2 morceaux de papier. Être de mon ancien mélange et de celui qu'on vient de faire aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir voir un peu plus tard comment ça se transforme. Je suis censée laisser reposer 48 heures à peu près. Ça sent bon. Et bah vous savez quoi, je crois que je préfère le nouveau. On sent que mon ancien, il est beaucoup plus floral. Et lui, pour le coup, il se rapproche beaucoup plus de ce que j'aime bien. Plutôt chaud, vanillé, bien plus sucré. Je les ressentirai pour voir un petit peu l'évolution. Et a priori, bah, j'aime bien notre nouveau test. Hein. Je crois que c'est une très bonne évolution. Bah, je suis contente. Le tuto en gros est terminé, il n'y a rien de bien compliqué en fait quand vous regardez. En fait c'est surtout faire des mélanges et laisser un peu sa créativité parler. S'écouter aussi pour trouver les odeurs qui te plaisent le plus. Je trouve que le parfum, l'odeur, ça a vraiment un côté très intéressant dans le développement personnel aussi. Je trouve que c'est un point assez cool à travailler. Je prône le fait de faire soi-même, de faire main quand on le peut en fait. Parce que maintenant on a trop l'habitude de... Ah, j'ai besoin de ça, bon bah je vais acheter, je vais commander, ça va arriver chez moi, c'est fait, tout pré-mâché et c'est aussi des choses que tout le monde consomme, tout est pareil. Alors que là, bah tu fais ton propre parfum, tu le fais pour toi, tu le fais avec toi-même. Même quand vous ne savez pas faire, en fait on peut apprendre, surtout maintenant en plus avec l'IA et tout, on a accès à tellement de choses. Ce serait quand même un peu triste de s'en priver quoi. C'est une très belle conclusion je pense, je vous y encourage. Je vous laisse vous abonner pour encore plus d'expériences aléatoires. Si vous avez besoin de conseils ou autre, bah je suis là aussi, j'y répondrai. Dans une demi-heure je pars, je vais à la pole dance. Et si je me tartine de mon huile parfumée maintenant, je vais faire de la patinoire sur la barre. J'ai déjà fait cette erreur et je vais pas la reproduire. Bon bah je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, je vous fais des bisous.